Allô maman? Juste pour te prévenir, j'ai vendu le manoir. C'est réglé. Kevin et moi partons aux Bahamas demain matin. Bessoes. J'ai senti le sang quitter mon visage. La voix de ma fille résonnait encore dans mes oreilles, insouciante, légère, presque joyeuse, comme si elle venait de m'annoncer qu'elle avait acheté un nouveau sac à main. Je me tenais au milieu de la cuisine, le téléphone encore collé à mon oreille, une cuillère en bois à la main, la soupe bouillonnante oubliée sur le feu. Le parquet grinça sous mes pieds, mais c'était mon cœur qui craquait doucement. Mon nom est Clara Duval, j'ai 72 ans, et jusqu'à ce matin-là, je croyais encore connaître ma fille, Janelle. Le manoir, comme tout le monde l'appelait dans le quartier, était bien plus qu'une simple propriété. C'était la maison que mon défunt mari, Harrison Duval, avait construite de ses propres mains il y a près de 40 ans. Il avait commencé comme ouvrier maçon dans la banlieue de Paris, puis avait lancé sa propre entreprise de rénovation. Pendant 2 décennies, nous avions économisé sou après sou pour acheter ce terrain à Montreuil et y bâtir notre havre de paix. Chaque pierre, chaque poutre, chaque carreau de cette maison avait une histoire. Harrison y avait mis tout son amour. Et moi, toute ma vie. Quand Janelle m'a appelé ce matin-là, je pensais qu'elle allait me parler d'un contrat publicitaire, d'un shooting photo, ou d'un nouveau voyage qu'elle voulait organiser avec Kevin, son compagnon. Elle avait toujours eu un goût pour le luxe et l'arrogance. Mais rien ne m'avait préparé à cette phrase. J'ai vendu le manoir. Comment avait-elle pu? Ce n'était même pas à elle. Du moins, c'est ce que je croyais. Janelle, qu'est-ce que tu viens de dire? Ai-je murmuré, la voix tremblante. Maman, détends-toi. Tu vis toute seule dans cette énorme baraque depuis que papa est mort. C'est ridicule. Et Kevin a trouvé une opportunité de rêve pour nous aux Bahamas. On avait besoin de fonds rapidement. C'est fait. On décolle demain matin. Et elle a raccroché. Je me suis laissé tomber sur la chaise près de la fenêtre. Mes mains tremblaient. Mon esprit se vidait. Les souvenirs affluaient comme une vague. La première fois qu'Harrison m'avait emmené sur ce terrain vide. Il avait les yeux brillants de fierté. Tu vois cet espace? Un jour, ce sera notre château. Et maintenant, tout ça n'était plus qu'une signature sur un acte de vente. Un manoir troqué contre un cocktail au bord de l'eau. En y repensant, tout avait été étrangement orchestré. Janelle venait plus souvent me voir ces derniers temps. Elle m'apportait des plats cuisinés, m'aidait à trier mes affaires, posait des questions sur les papiers, les assurances, mes comptes bancaires. Un jour, elle m'avait même fait signer un document d'héritage anticipé, soi-disant pour faciliter les choses en cas d'urgence. Maman, tu sais, si jamais il t'arrive quelque chose, on doit pouvoir réagir vite. Et puis tu me fais confiance, non? J'avais signé. Mon Dieu! Je suis montée dans la chambre de Harrison. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux beiges. J'ai ouvert sa vieille commode en bois. Le 3e tiroir, celui qu'il m'avait dit de ne jamais ouvrir sans raison. Dedans, une clé USB, un petit carnet noir relié en cuir, et une enveloppe fermée avec mon nom dessus. Je l'ai ouverte avec des mains fébriles. Asterisco ma Clara. Si tu lis ceci, c'est que quelque chose ne va pas. J'ai toujours su que notre fortune, modeste mais solide, pouvait attirer des convoitises, même de ceux que nous aimons le plus. J'ai placé nos biens dans une structure que seul toi peux débloquer. Le manoir n'est pas à ton nom, ni au mien, mais à celui d'une société que j'ai créée, les héritiers de Montreuil SARL, dont tu es l'unique actionnaire. Va voir Maître Séverin, notre notaire de confiance. Dis-lui simplement, le cadenas a été brisé, il saura quoi faire. Quoi qu'il arrive, souviens-toi que tu n'es jamais seul. Ton Harrison astérisque. Je suis restée figée. Une chaleur étrange m'a envahie. Je n'étais pas aussi vulnérable que Janelle le croyait. Harrison avait pensé à tout. Je me suis levée lentement. La colère avait laissé place à une lucidité glaciale. J'ai glissé la clé USB, l'enveloppe et le carnet dans mon sac à main. J'ai remis en place le tiroir comme s'il n'avait jamais été ouvert. Puis, je suis allée dans la salle de bain. Je me suis regardée dans le miroir. Mon reflet semblait plus ferme, plus digne qu'il y a 1 heure. Tu pensais que j'étais faible, Janelle. Je suis descendue, j'ai éteint la soupe qui avait complètement réduit sur le feu. Et j'ai attrapé mes clés. Il était temps de rendre visite à Maître Séverin. J'ai pris un taxi pour aller chez Maître Séverin. Il avait son étude dans un vieil immeuble en pierre au cœur du 5 arrondissement. Tout, de la façade aux poignées en laiton, respirait la discrétion et la solidité. Le genre d'endroit où les familles anciennes cachaient leurs secrets les plus précieux.
Quand j'ai poussé la porte, la secrétaire m'a regardé avec un sourire poli, puis m'a demandé si j'avais rendez-vous. Dites à maître Séverin que le cadenas a été brisé, ai-je dit d'une voix calme. Elle a levé un sourcil, surprise, puis s'est levée aussitôt. Moins de 2 minutes plus tard, j'étais assise dans son bureau, face à l'homme qui avait accompagné Harrison et moi à travers tant d'épreuves. L'achat de notre premier appartement, la création de sa société de rénovation, et même la signature de l'acte du manoir. Madame Duval, dit-il en me regardant avec gravité, je vous écoutais parler, et j'espérais ne jamais entendre ces mots de votre bouche. Je lui ai tendu la clé USB et le carnet. Il les a ouverts, a lu en silence, puis s'est levé pour aller chercher un dossier dans son coffre-fort. Tout est conforme. Votre mari avait tout prévu. Le manoir, ainsi que plusieurs autres propriétés, sont en réalité enregistrés sous une société civile immobilière dont vous êtes, et vous seule, la gérante majoritaire. Votre fille n'a aucun droit de vente. Même avec une procuration. Ce qu'elle a fait est illégal. Je suis restée silencieuse. Le soulagement était là, mais il était noyé dans une mer de douleur. Je veux tout récupérer. Discreetment. Je ne veux pas que Janelle sache que je suis derrière ça. Pas encore. Maître Séverin m'a regardé longuement, puis a hoché la tête. C'est possible. Mais il faudra agir vite. Je peux annuler la transaction auprès du notaire qui a enregistré la vente, en prouvant qu'il y a eu fraude. Et si les nouveaux acheteurs ne sont pas encore installés, on pourra récupérer la maison sans trop de dégâts. Faites ce qu'il faut. Et pour votre fille. Je m'en occuperai moi-même, en temps voulu. En rentrant à la maison, je suis passée devant un café où Janelle et moi avions l'habitude de venir lorsqu'elle était petite. Elle commandait toujours un chocolat viennois avec double chantilly. Elle riait si fort que tout le monde se retournait sur elle. Je n'arrivais pas à comprendre comment cette petite fille-là, cette enfant rieuse et généreuse, avait pu devenir une femme si froide, si insensible. À quel moment s'était-elle perdue? Le lendemain, maître Séverin m'a appelé très tôt. C'est fait. La vente a été annulée. La maison est de nouveau sous votre contrôle. Les acheteurs étaient compréhensifs. Ils ont été remboursés intégralement. Je leur ai fait croire que vous étiez simplement une vieille dame dépassée qui ne voulait plus vendre. Ils ont souri, et sont partis. Je les remerciais. Mais au fond de moi, quelque chose restait brisé. Ce n'était pas la maison. Ce n'était pas l'argent. C'était la confiance. Le surlendemain, un message vocal de Janelle m'attendait sur mon répondeur. Maman, désolée de ne pas avoir appelé plus tôt. On est bien arrivé à Nassau. Le soleil est incroyable. Kevin m'a offert un massage dans un spa flottant, tu aurais adoré. J'espère que tu ne m'en veux pas trop pour la maison. Franchement, tu verras, tu seras mieux dans un petit appartement cosy. Je t'enverrai des photos. Gros bisous. J'ai effacé le message. La semaine suivante, je me suis rendue discrètement au manoir. Il était vide. Le jardin était laissé à l'abandon, mais la structure tenait toujours debout, fière, solide. Comme Harrison. J'ai ouvert la porte avec la clé originale, toujours sur mon porte-clés. L'air à l'intérieur sentait la poussière et les souvenirs. Je me suis dirigée vers le salon. Les marques des anciens meubles étaient encore visibles sur le parquet. Dans la cuisine, le four à bois qu'Harrison avait installé avec amour était intact. J'ai glissé ma main dessus et j'ai senti un frisson me traverser. Puis je suis montée à l'étage. Dans notre ancienne chambre, je me suis allongée sur le lit encore recouvert du vieux couvre-lit fleuri. C'était ici que j'avais passé mes plus belles années. Et c'était ici que Janelle avait décidé que je n'avais plus ma place. J'ai passé l'après-midi à ranger, à nettoyer un peu, à m'assurer que tout était en ordre. En repartant, j'ai croisé la gardienne du quartier. Madame Duval? Je ne savais pas que vous étiez encore la propriétaire. On m'avait dit que la maison avait été vendue. Les gens parlent, ai-je répondu simplement. Il ne faut pas toujours les écouter. Dans le bus du retour, j'ai regardé les gens autour de moi. Certains riaient, d'autres écoutaient de la musique. Moi, j'étais assise en silence, une main posée sur mon sac. À l'intérieur, les papiers que maître Séverin m'avait remis. Preuve que, malgré tout, je n'étais pas une victime. Pas encore. Mais je savais que le moment viendrait où Janelle reviendrait. Et là, il faudrait que je sois prête. Ce soir-là, j'ai allumé la lumière du salon, me suis servi un verre de vin, et j'ai ouvert le carnet de Harrison. Il y avait d'autres notes, d'autres indications. Il avait même prévu des conseils financiers, des contacts d'investisseurs, et un autre nom. Un notaire à Genève. Un deuxième plan. Une seconde sécurité. Je n'étais pas seulement propriétaire du manoir.
Harrison m'avait laissé bien plus que ça. Et bientôt, Janelle allait découvrir qu'en me prenant pour une vieille femme sans défense, elle avait creusé sa propre chute. 3 semaines passèrent sans nouvelles de Janelle. Pas un appel. Pas un message. Rien. Je suivais son quotidien à travers les réseaux sociaux. Des photos en maillot de bain sur une plage de sable blanc, des cocktails colorés au bord d'une piscine à débordement, des dîners dans des restaurants hors de prix, et toujours ce même sourire satisfait sur son visage. Elle avait l'air heureuse. Insouciant. Comme si elle n'avait rien volé. Comme si elle n'avait trahi personne. Chaque fois que je voyais une nouvelle publication, quelque chose en moi se serrait. Pas de la jalousie. Non. Ce n'était pas le luxe qui me manquait. C'était le respect. L'humanité. La reconnaissance. Elle ne m'avait pas seulement prise pour une vieille femme inutile. Elle m'avait rayée de sa vie, tout en pillant ce que mon mari et moi avions construit. Un matin, alors que je me préparais à sortir, mon téléphone a sonné. Le nom de Maître Séverin s'afficha à l'écran. Madame Duval, avez-vous quelques instants? Bien sûr, je vous écoute. J'ai reçu des nouvelles concernant la société immobilière, les héritiers de Montreuil. Votre défunt mari avait également inscrit une clause de sauvegarde. En cas de tentative de revente non autorisée, vous aviez le droit d'activer un « blocage total des actifs » pour 3 mois. C'est un outil juridique très peu utilisé, mais redoutablement efficace. Et que signifie concrètement ce blocage? Que plus personne, y compris vous-même, ne peut vendre, hypothéquer ou transférer les biens appartenant à la société pendant 3 mois. Cela permet de tout sécuriser en attendant que la poussière retombe. Activez-le, ai-je répondu sans hésiter. 1 heure plus tard, toutes mes propriétés étaient gelées. Intouchables. À l'abri. Même de moi. Ce soir-là, j'ai reçu un appel inattendu. Numéro inconnu. Quand j'ai décroché, c'était une voix masculine, tendue, nerveuse. Bonjour, Madame Duval. Oui, c'est moi. Ici Yann, le frère de Kevin. Vous ne me connaissez pas, mais je me permets de vous appeler parce que je pense que vous devriez savoir ce qui se passe. Mon cœur a battu plus fort. Je vous écoute. Janelle et Kevin sont toujours aux Bahamas, mais les choses tournent mal. Kevin a investi une grosse somme dans une soi-disant start-up de location de jets privés. Mais il s'avère que c'était une arnaque. Ils ont perdu presque tout l'argent. Janelle panique. Elle dit qu'elle doit rentrer en France, mais qu'elle n'a plus rien. Je n'ai rien dit pendant un moment. Puis j'ai simplement demandé. Pourquoi m'appelez-vous? Parce que, elle pense que vous l'allez aider. Mais elle ne sait pas que vous avez repris la main sur le manoir. Elle croit encore que la vente est valide. Elle pense pouvoir revenir et s'installer là-bas. J'ai fermé les yeux. Un frisson de douleur, mêlé à une étrange satisfaction, m'a parcouru. Merci, Yann. C'était très utile. J'ai raccroché. Le lendemain, je suis allée voir Maître Séverin. Il m'a accueilli avec ce calme rassurant que j'avais appris à apprécier. Elle va revenir, lui ai-je dit. Et je veux qu'à son arrivée, elle comprenne que les règles ont changé. Que souhaitez-vous faire? Je veux qu'elle se rende au manoir, et qu'elle n'y entre pas. Je veux qu'elle voie une serrure changer. Un gardien à la grille. Un panneau, propriété privée, accès interdit. Il a esquissé un sourire. C'est possible. Je peux m'en charger dès aujourd'hui. Et je veux aussi que la maison soit officiellement louée à une autre personne. Pas réellement, bien sûr, mais suffisamment crédible pour qu'elle comprenne que sa place n'y est plus. Je connais une actrice qui pourrait se prêter au jeu, dit-il en souriant. Cette fois, c'est moi qui ai souri. Pour la première fois depuis longtemps. Le soir, j'ai préparé un repas simple. Une soupe de lentilles, comme Harrison l'aimait. J'ai mis la table. Une assiette pour moi. Une assiette vide en face. J'ai allumé une bougie. Je me suis parlé à voix haute, comme s'il était là. Harrison, elle va revenir. Elle va frapper à la porte, sûre d'elle, persuadée que je suis encore la femme docile qu'elle a manipulée. Mais elle ne sait pas. Elle ne sait rien. Je me suis servi un verre de vin, et levé mon verre en l'air et j'ai murmuré. À nous deux, Janelle. Que la partie commence. Le lendemain matin, j'ai reçu un message. Numéro inconnu. Juste 5 mots. Maman, je suis à l'aéroport. Elle était de retour. Je n'ai pas répondu à son message. Pas par cruauté. Mais parce que je voulais qu'elle ressente ce que moi, j'avais ressenti pendant des semaines. Le vide. Le silence.
L'incompréhension. L'abandon. Je l'imaginais à l'aéroport de Roissy, traînant sa valise hors de prix, cherchant désespérément un taxi, croyant encore qu'elle allait rentrer chez elle, pousser la grille du manoir, s'allonger dans sa chambre comme si de rien n'était. Elle ignorait que cette fois, la porte ne s'ouvrirait pas. Dans l'après-midi, mon téléphone a sonné. Encore un numéro inconnu. J'ai attendu quelques secondes avant de décrocher. Maman ? C'est moi. Janelle. Elle avait la voix tremblante, un ton que je ne lui connaissais pas depuis des années. Bonjour, ma fille. Je suis rentrée. Enfin, rentrée, c'est un grand mot. Je suis devant le manoir, et il y a un vigile qui m'empêche d'entrer. Il dit que la maison est louée. Que je n'ai pas le droit d'être là. Maman, qu'est-ce qui se passe ? Je suis restée silencieuse un instant, savourant le poids de ses mots. Janelle, je crois qu'il est temps que nous parlions. Mais, tu savais ? Depuis quand ? C'est toi qui as fait ça ? Viens chez moi. On parlera autour d'un café. Tu te souviens où j'habite, n'est-ce pas ? L'endroit que tu considérais trop petit, trop vieux, trop inutile. Elle a raccroché sans répondre. 1 heure plus tard, elle était là. Sur le pas de ma porte. Trempée par la pluie, les cheveux en bataille, un sac de voyage dans une main, son téléphone dans l'autre. Elle semblait plus petite, plus fragile. Plus réelle. Entre. Elle est entrée sans un mot. J'ai refermé la porte derrière elle. Dans la cuisine, le café fumait déjà dans la cafetière. Je l'ai servi sans rien dire. Elle s'est assise, les mains autour de la tasse, comme si elle cherchait de la chaleur dans autre chose que le liquide brûlant. Maman, je sais que j'ai merdé. Que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas que tu reprendrais tout. Que tu ferais ça. Je pensais que tu me pardonnerais. Comme toujours. Pardonner n'a jamais signifié oublier, Janelle. Elle baissa les yeux. Kevin m'a laissé. Là-bas. Il est parti avec une autre femme. Il m'a vidé de mon argent. Il m'a utilisé. Comme toi, tu m'as utilisé. Elle n'a pas répondu. Tu m'as vendu comme un vieux meuble qu'on ne veut plus dans la maison. Tu m'as rayé de ton monde pour t'offrir des cocktails sur une plage. Et aujourd'hui, tu reviens les poches vides, pensant trouver une place au chaud. Mais tu as oublié une chose essentielle. Elle leva les yeux vers moi. Je suis encore en vie, Janelle. Et j'ai décidé que plus jamais, on ne déciderait à ma place. Elle éclata en sanglots. De brais sanglots. Ceux qui viennent du ventre, de l'orgueil brisé. Je l'ai laissé pleurer. Je n'ai pas tendu la main. Je n'ai pas bougé. Quand elle s'est calmée, elle a murmuré. Est-ce que je peux rester ici, juste quelques jours ? Le temps de trouver un logement, un petit boulot, quelque chose. Je l'ai regardée longuement. Et dans ce regard, je pense qu'elle a compris. Oui, tu peux rester. Pour l'instant. Mais cette maison n'est plus un refuge. Ce n'est plus un hôtel. C'est mon espace, ma paix. Tu seras ici comme une invitée. Rien de plus. Elle a hoché la tête, incapable de parler. Je lui ai montré sa vieille chambre. Celle qu'elle n'avait pas vue depuis ses 18 ans. Tout y était encore. Les posters sur les murs, les livres, les peluches. Le passé figé dans la poussière. Quand je suis redescendue, je me suis assise dans le salon. Mon cœur battait vite. J'avais gagné. Mais je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais, en deuil. En deuil de la mère que j'étais. De la fille que je croyais connaître. Plus tard dans la soirée, j'ai entendu des pas dans l'escalier. Janelle est redescendue, pâle, les yeux rouges. Maman, j'ai trouvé une enveloppe dans mes affaires. Elle était cachée dans une vieille boîte. Il y avait ton nom dessus. Je crois que papa l'avait écrite. Elle me l'a tendue. Je l'ai prise, sans l'ouvrir. Mon cœur s'est mis à battre fort. Harrison, qu'as-tu encore prévu ? Je suis restée un moment à observer l'enveloppe que Janelle m'avait tendue. Elle était jaunie sur les bords, scellée avec soin, et mon prénom y était inscrit dans l'écriture penchée de Harrison. Rien que de voir ces lettres, mon cœur s'est serré. Comme si sa voix allait surgir du papier au moment même où je briserais le sceau. Janelle s'était assise timidement à l'autre bout de la table. Elle avait cessé de pleurer, mais son regard restait vide, flottant quelque part entre la honte et la fatigue. Elle ne disait rien. Et je n'avais pas l'intention de combler le silence. Avec des gestes lents, presque cérémonieux, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une courte lettre, et une petite clé en métal noir. Une clé bancaire. Je me suis mise à lire à voix haute, sans vraiment en avoir conscience.
Ma Clara, si tu tiens cette lettre entre tes mains, c'est que notre fille traverse une période difficile. Peut-être que je ne suis plus là pour te guider, mais je savais que ce jour viendrait. Tu as toujours eu trop de foi en les gens, même quand ils te trahissent. C'est ta plus belle qualité, et ta plus grande faiblesse. Cette clé ouvre un coffre à la Banque centrale, agence Haussmann. Il s'y trouve quelque chose que tu dois utiliser uniquement si tu es sur le point de baisser les bras. N'oublie jamais qui tu es. Je t'aime. H. Je me suis tue, la gorge serrée. Janelle n'osait pas me regarder. C'est papa qui a écrit ça? Dit-elle enfin, d'une voix presque enfantine. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai hoché la tête. Il savait. Bien avant toi, il avait compris ce que tu étais capable de faire. Maman. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas que tu aies vendu le manoir. Ce n'est pas même que tu sois parti sans te retourner. C'est que tu as cru, sincèrement, que je n'avais plus de valeur. Que je n'étais plus rien. Juste un obstacle entre toi et ton bonheur. Elle a baissé les yeux. Je ne savais pas. Je ne pensais pas. Non, tu ne pensais pas. Tu calculais. Tu profitais. Tu faisais comme si tout était dû. Comme si j'étais déjà morte. Janelle a fermé les yeux, ses mains crispées sur le bord de la table. Maman, je suis désolée. Tu es désolée parce que ton plan a échoué. Pas parce qu'il était immoral. Elle n'a rien dit. Je me suis levée, la lettre et la clé toujours à la main. Demain matin, j'irai à la banque. Et toi, pendant ce temps, tu restes ici. Tu manges, tu dors, tu te tais. Et tu réfléchis. Parce que ce que tu vas découvrir dans les jours qui viennent changera ta vie. Mais pas dans le sens que tu crois. Je suis sortie de la pièce, la laissant seule dans la cuisine, face à ses erreurs. Le lendemain, je suis arrivée à la Banque centrale à l'ouverture. L'intérieur était froid, marbré, silencieux. Une hôtesse m'a dirigée vers un agent qui m'a emmenée dans une salle sécurisée. Je lui ai remis la clé et ma pièce d'identité. Quelques minutes plus tard, il est revenu avec un petit coffre en métal qu'il a posé devant moi. Il m'a laissé seule. J'ai inséré la clé. Le clic du mécanisme a résonné dans la pièce comme un coup de tonnerre. À l'intérieur, il y avait une simple pochette cartonnée. Rien d'extravagant. Juste des documents, soigneusement rangés. Et encore une lettre. Asterisk Clara. Si tu lis ceci, c'est que le moment est venu. Tu trouveras ici les dernières preuves de la vie que j'ai préparées pour toi. Des actions, des parts dans plusieurs sociétés à Genève, un compte offshore sécurisé, et un document de transfert d'une villa à Biarritz, à ton nom. J'ai tout mis dans l'ombre pour ne pas attirer l'attention de notre fille. Je t'ai laissé cette force en silence, parce que je savais qu'un jour, tu devrais te relever sans moi. Et maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Signe les documents. Active les comptes. Et surtout, décide toi-même de ce que tu veux faire de ta vie. Sois libre. H*. Je suis restée immobile un long moment, les larmes silencieuses coulant sur mes joues. Harrison n'était plus là depuis 3 ans, mais il me protégeait encore. Il m'avait sauvée. Il avait tout vu venir. Et moi, j'avais trop aimé pour me méfier. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Janelle sur le canapé, en train de feuilleter de vieux albums photos. Lorsqu'elle m'a vue, elle s'est levée précipitamment. Alors, qu'y avait-il dans ce coffre? Je l'ai regardée droit dans les yeux, mon visage impassible. L'addition, Janelle. Elle a pâli. Quelle addition? Je me suis approchée d'elle, très lentement. L'addition de tout ce que tu m'as volé, et de tout ce que tu vas devoir rendre. Et sans un mot de plus, je suis montée dans ma chambre. La guerre silencieuse venait de commencer. Les jours suivants furent étrangement calmes. Janelle ne posait pas de questions. Elle ne parlait presque pas. Elle restait enfermée dans sa chambre la plupart du temps, sortant uniquement pour prendre ses repas en silence. Elle avait compris que quelque chose avait basculé, mais elle ne savait pas encore quoi. De mon côté, je passais mes journées à trier les documents du coffre. Avec l'aide discrète de Maître Séverin, je commençais à faire transférer les actifs à mon nom, en toute légalité. Les propriétés à Genève, les parts dans la société maritime à Marseille, et surtout, la villa à Biarritz. Une maison blanche aux volets bleus, perchée sur une colline avec vue sur l'Atlantique. Harrison l'avait achetée 10 ans auparavant, et l'avait gardée secrète jusqu'à la fin. Chaque soir, je m'asseyais sur la terrasse avec une tisane à la main, regardant la nuit tomber sur le jardin. Janelle ne me rejoignait jamais. Je savais qu'elle était en bas, qu'elle m'entendait, mais elle ne disait rien. Peut-être espérait-elle que le temps efface ses fautes.
Peut-être attendait-elle que je craque, comme avant. Mais cette fois, je n'étais plus la même femme. Un matin, elle est entrée dans la cuisine avec une enveloppe à la main. « Maman, dit-elle doucement, j'ai reçu une lettre recommandée. De la banque. » Je l'ai regardée sans un mot. Elle ouvrit l'enveloppe avec précaution, lut le contenu, et blêmit. Il m'informe que l'appartement que je partageais avec Kevin était en réalité enregistré au nom d'une société. Roberto Capital S.A. C'est quoi ça? C'est l'une des sociétés fondées par ton père. Et cette société, aujourd'hui, m'appartient. Donc, tu es propriétaire de l'appartement. Je suis propriétaire de tout ce que tu pensais posséder. L'appartement, le compte de placement, les parts dans l'agence de voyage. Tout. Elle recula d'un pas, comme si elle avait reçu un coup. Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas possible. Papa ne m'aurait jamais. Ne m'aurait jamais quoi? Préféré à toi? Suppléé à tes erreurs? Protégé contre sa propre fille? Je crois que tu sous-estimes à quel point il me connaissait, et à quel point il t'avait vu venir. Elle tremblait. Alors tout ça, ce voyage, cette illusion de liberté, ce n'était que du vent. Kevin m'a menti, m'a manipulé, et toi, tu es restée là, à regarder tout s'effondrer. Non, Janelle. Je n'ai pas regardé. J'ai reconstruit. Elle s'est effondrée sur la chaise, les mains sur le visage. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai plus d'argent, plus d'appartement, plus rien. Tu as encore une chose. Pas dignité. Et c'est peut-être le moment d'apprendre à la protéger. Elle ne répondit pas. Le silence retomba. Dans l'après-midi, j'ai reçu un appel de Maître Séverin. Madame Duval, les transferts sont terminés. Vous êtes désormais officiellement propriétaire de l'ensemble des biens laissés dans les structures offshore. Tout est à votre nom. Quant à la villa de Biarritz, elle vous attend. Nous avons même retrouvé une lettre de votre mari laissée sur place, dans un tiroir du bureau. Il avait tout préparé. J'ai raccroché les larmes aux yeux. Harrison n'avait pas seulement anticipé l'échec. Il avait offert une porte de sortie. Une nouvelle vie. Une renaissance. Le soir venu, j'ai préparé un dîner simple. Des œufs brouillés, du pain grillé, une soupe de carottes. Janelle est descendue sans un mot. Nous avons mangé en silence, comme deux étrangères sous le même toit. Puis, au moment de débarrasser la table, elle a murmuré. « Est-ce que je peux venir avec toi ?» J.I. posem aquillere. Levez les yeux. Où ça? Là où tu vas. Je sais que tu pars. Tu ne dis rien, mais je le sens. Il y a autre chose. Un endroit à toi. Un endroit qu'il t'a laissé, loin de tout ça. Tu sens bien. Alors, je peux venir? Je l'ai fixé longuement. Pas encore. Pas tant que tu ne m'as pas prouvé que tu veux réparer, et non juste te réfugier. Et comment je fais ça? En commençant par te regarder en face. Sans excuse. Sans mensonge. Et surtout, sans calcul. Elle a baissé la tête. Je vais essayer. Il ne suffit pas d'essayer, Janelle. Il faut changer. Elle a quitté la table en silence. Je suis restée là, seule dans la cuisine, le cœur lourd. Je savais qu'elle n'était qu'au début du chemin. Et moi aussi. Mais ce soir-là, une chose était claire. Pour la première fois depuis longtemps, c'est moi qui avais les clés. Et ce pouvoir, je comptais bien l'utiliser avec sagesse. Pas pour me venger, mais pour me reconstruire. Et peut-être, si elle le méritait vraiment, pour lui tendre la main. Un jour. Pas maintenant. Le lendemain matin, Janelle n'était pas dans sa chambre. Je suis descendue, un peu inquiète. Son lit était fait, impeccablement, comme si elle n'y avait pas dormi. Dans la cuisine, une note manuscrite m'attendait sur la table. Je suis sortie. J'ai besoin de réfléchir. Merci de ne pas me suivre. Janelle. J'ai posé la feuille, sans mot dire. Quelque chose avait changé dans sa manière d'écrire. Plus de cœur dessiné au-dessus du « J ». Plus de phrases légères ou d'excuses mielleuses. Juste une phrase simple, directe. Freud. Mais peut-être sincère. Je n'ai pas essayé de la suivre. Ni de l'appeler. Si elle voulait vraiment réfléchir, il fallait qu'elle le fasse seule. Ce jour-là, je suis allée chez Maître Séverin une dernière fois. Nous avons finalisé les documents pour la villa de Biarritz. Les clés m'attendaient dans un petit écrin noir. Elles étaient lourdes, anciennes, avec un charme que les nouvelles constructions n'ont plus. Avant de partir, il m'a tendu une enveloppe. Une dernière chose, Madame Duval. C'est la lettre que votre mari avait laissée dans le bureau de la villa.
Il m'a demandé de ne vous la remettre que lorsque tout serait réglé. Je l'ai prise sans l'ouvrir. Je n'étais pas encore prête. En rentrant, la maison était vide. Janelle n'était toujours pas revenue. Je me suis assise sur le canapé, les clés de la villa dans une main, la lettre dans l'autre. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti la solitude me frôler doucement. Pas la solitude de l'abandon. Non. Celle qui précède un nouveau départ. Le soir, alors que je préparais une valise, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Janelle est apparue dans l'embrasure de la cuisine. Son visage était fatigué, marqué, mais apaisé d'une étrange manière. « Je suis allée voir Kevin », dit-elle. Je me suis figée. Il est rentré de Nassau il y a 2 jours. Il s'est réfugié chez son frère. Je voulais comprendre. Savoir pourquoi. Et tu as eu des réponses. Oui. Il ne m'a jamais aimé. Pas vraiment. Il m'a vue comme une porte d'entrée vers ta fortune. Il a reconnu avoir tout manigancé. Depuis le début. Et toi? Tu l'as laissé faire. Elle hocha la tête, sans chercher à se défendre. Je savais. Au fond, je savais. Mais je voulais y croire. À l'illusion. À l'amour facile. À la vie brillante sans effort. C'est plus simple de fermer les yeux que d'ouvrir son cœur à la vérité. Et maintenant? Maintenant, je ne veux plus fuir. Je veux réparer. Pas pour retrouver ce que j'ai perdu. Mais pour mériter de nouveau ce que j'ai trahi. Elle a sorti de son sac un petit carnet, usé, avec une couverture en cuir. C'était à papa, non? Je l'ai trouvé en nettoyant ma chambre. Il y a des croquis de la villa, des notes sur des rénovations, des idées de peinture, de jardin, même des menus pour des dîners à 2. Je l'ai pris dans les mains. Je reconnaissais chaque trait. Chaque mot. C'était bien de Harrison. C'était lui, encore une fois, qui nous réunissait. Maman, si tu pars, je comprends. Je ne te demande pas de m'emmener. Juste de me laisser prouver que je suis capable de changer. Je l'ai regardé longtemps. Son visage était sincère. Pas lavé de ses fautes, mais éclairé par une lumière nouvelle. Une forme de lucidité. Peut-être même d'humilité. Je pars demain, ai-je dit. Très tôt. Est-ce que je peux te déposer à la gare? Non. J'ai déjà réservé un taxi. Mais tu peux m'accompagner jusqu'au portail. Elle a souri. Un sourire triste, mais honnête. Le lendemain matin, le soleil se levait à peine quand j'ai fermé la porte de la maison. Janelle était déjà dehors, habillée simplement, les yeux gonflés par le manque de sommeil. Le taxi m'attendait. Nous avons marché ensemble jusqu'au portail. Elle a pris ma valise, sans rien dire. Puis, avant que je monte dans la voiture, elle a murmuré. « Maman, je t'aime. » Même si j'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire. Je lui ai pris la main. Je sais, Janelle. Mais l'amour ne suffit pas toujours. Il faut aussi du respect, de la mémoire, et du courage. Elle a hoché la tête. J'en aurai. Je te le promets. Je suis montée dans le taxi. Et en regardant par la fenêtre, j'ai vu ma fille, seule sur le trottoir, les bras croisés, le vent dans les cheveux. Elle ne pleurait pas. Elle attendait. Elle acceptait. Je ne savais pas encore si je lui pardonnerais un jour. Mais je savais que quelque chose avait commencé. Une vérité. Une reconstruction. Peut-être une réconciliation. Et pour la première fois depuis des années, je sentais que j'allais enfin vivre pour moi. Pas pour une famille, pas pour un mari disparu, pas pour une fille ingrate. Pour moi. Clara Duval. Femme, veuve, mère et survivante. Le train en direction de Biarritz filait à toute allure à travers les campagnes verdoyantes, et moi, assise près de la fenêtre, je laissais mes pensées voguer au rythme des secousses douces du wagon. Mon sac à main posé sur mes genoux contenait la fameuse lettre que maître Séverin m'avait remise, celle écrite par Harrison et retrouvée dans le tiroir du bureau de la villa. Je ne l'avais pas encore ouverte. Je voulais le bon moment. Le silence. Le souffle de la mer. Lorsque j'ai enfin mis le pied sur le quai de la gare de Biarritz, le vent salé a caressé mon visage comme une bénédiction. Il y avait quelque chose de vivant dans cette brise, quelque chose qui m'appelait. Un taxi m'attendait comme prévu, et le chauffeur m'a conduite à travers les petites ruelles bordées de villas aux volets colorés, jusqu'à celle qui m'était destinée. La villa était encore plus belle que dans les croquis du carnet de Harrison. Blanche, lumineuse, un jardin en terrasse où s'épanouissaient lavande, hortensia et citronnier. En approchant de la porte, j'ai senti une vague d'émotion me submerger. Je n'avais même pas encore franchi le seuil que je me sentais déjà chez moi. À l'intérieur, tout était en ordre. Du linge frais,
une cuisine équipée, et sur la table du salon, un vase rempli de pivoine fanées, comme si quelqu'un avait voulu rendre l'endroit vivant pour mon arrivée. Sur le bureau, exactement comme promis, se trouvait la lettre. Je me suis assise, les mains légèrement tremblantes, et j'ai commencé à lire. Astérisque ma Clara, si tu lis cette lettre, c'est que tu es enfin arrivée ici. Je t'imagine posant tes valises dans le hall, regardant les murs en te demandant par où commencer. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas une seconde. Et c'est justement parce que je t'aimais que je n'ai pas voulu que tout ce que j'ai construit soit dilapidé par l'ingratitude ou la naïveté. J'ai vu notre fille changer. J'ai vu le vide dans ses yeux, l'avidité déguisée en ambition, les excuses enchaînées comme des mantras. J'aurais voulu intervenir, la secouer, mais je savais qu'elle ne m'écouterait pas. Alors j'ai choisi un autre chemin, te protéger. Cette maison est à toi. Ce carnet, c'était pour t'aider à rêver à nouveau. À imaginer des couleurs, des projets, des dîners entre amis, des matins au jardin. Clara, tu as passé ta vie à t'occuper des autres. Il est temps que tu t'occupes de toi. Surtout, ne ferme pas ton cœur. Janelle, elle est perdue, oui. Mais pas irrécupérable. Si elle frappe un jour à ta porte, fais ce que tu juges juste. Pas pour moi. Pour toi. Sois libre. Sois forte. Sois heureuse. Ton Harrison astérisque. Je suis restée là, la lettre sur mes genoux, le visage trempé de larmes silencieuses. Mon cœur battait comme s'il venait de retrouver un rythme oublié. Harrison, il m'aimait toujours. Même après la mort. Même au-delà de l'absence. Il m'aimait dans le silence, dans la patience, dans cette façon de prévoir mes douleurs à venir et d'y déposer des remèdes. Les jours suivants furent doux, presque irréels. Je redécouvrais le plaisir des petites choses. Lire un roman sur la terrasse, cuisiner pour moi seule, marcher pieds nus dans le jardin, écouter le bruit des vagues la nuit. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas besoin de jouer un rôle. Ni de mère, ni de veuve, ni de victime. Juste une femme. Vivante. Un matin, en ouvrant la boîte aux lettres, j'ai trouvé une carte postale sans adresse de retour. Dessinée à la main. Une aquarelle de la maison familiale, celle que Janelle avait contribué à faire disparaître. Et au dos, une simple phrase. Ieri commence. Une étape à la fois. Je ne demande rien. Je voulais juste que tu saches. J. Je l'ai gardée sur la table de nuit. Pas comme un pardon, pas encore. Mais comme un signe. Une première pierre sur le chemin. Le téléphone ne sonnait plus. Les voisins passaient parfois pour dire bonjour, et je répondais avec chaleur. Sans me justifier, sans me cacher. Je n'avais plus honte. J'avais été trahie, oui. Mais je m'étais relevée. Avec dignité. Et chaque soir, en regardant le soleil plonger dans l'océan, je me rappelais cette phrase de Harrison. Sois libre. Je l'étais. Enfin. Une semaine passa, puis deux. Je m'étais adaptée à la villa, comme si j'y avais toujours vécu. Mes journées suivaient un rythme lent, apaisé. Le matin, je prenais mon café sur le balcon, en regardant les mouettes survoler la mer. L'après-midi, je lisais ou j'écrivais dans le carnet de Harrison, complétant ses croquis de mes propres notes, mes propres couleurs. Le soir, je cuisinais des plats simples, et je dînais en silence, bercé par le chant lointain des vagues. C'était une solitude choisie, et non subie. Une parenthèse de douceur dans un monde qui m'avait tant secoué. Mais au fond de moi, je savais que cette paix ne durerait pas. Parce qu'un jour ou l'autre, le passé frappe toujours à la porte. Et ce jour arriva plus tôt que prévu. C'était un mercredi matin. J'avais à peine ouvert les volets qu'on sonna à la porte. Une sonnette timide. Longue. Pas insistante, mais pleine d'espoir. Je descendis, le cœur battant. J'ouvris. Janelle. Elle se tenait là, les cheveux en désordre, un sac de voyage sur l'épaule, le visage creusé, les yeux rougis. Elle semblait plus mince, plus terne, comme une fleur oubliée en hiver. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui avait changé. « Bonjour maman », dit-elle d'une voix faible. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai simplement regardée. Je sais que je n'ai aucun droit d'être ici. Et je ne te demande rien. Ni pardon, ni toit, ni amour. Je voulais juste te montrer que je n'ai pas abandonné. Elle ouvrit son sac et en sortit un dossier qu'elle me tendit. Ce sont les papiers du centre d'accueil où je travaille depuis 3 semaines. C'est pas payé, mais je m'occupe de personnes âgées. Comme toi, en fait. Certaines sont seules, trahies par leurs enfants. Elle s'arrêta, la gorge nouée. J'avais besoin de comprendre ce que tu as ressenti.
Et j'avais besoin de donner sans attendre. Pour une fois. J'ai pris le dossier. Tout semblait en règle. Il y avait des photos, des attestations, même une lettre manuscrite de la directrice du centre, louant la douceur et l'implication de Janelle. C'est pas grand-chose, dit-elle en relevant les yeux. Mais c'est un début. Je l'ai laissée entrer. Elle a posé son sac dans l'entrée et s'est arrêtée au milieu du salon, les yeux posés sur le carnet de son père, ouvert sur la table. Tu as continué à écrire dedans. Oui. Il est à moi maintenant. Mais ses idées me guident encore. Elle s'est assise sans que je l'y invite, comme une étrangère qui redécouvre une maison oubliée. Maman, est-ce que tu crois que papa aurait été fier de moi? Même maintenant? Je me suis assise en face d'elle, le carnet entre nous. Je crois qu'il aurait été fier de voir que tu as commencé à ouvrir les yeux. Elle a baissé la tête, murmurant. J'ai été horrible avec toi. J'ai voulu tout prendre. Et quand tu m'as résisté, je t'ai accusé d'être égoïste, alors que j'étais la seule à l'être. Oui, Janelle. Tu m'as trahi. Tu m'as humilié. Tu m'as regardé souffrir sans lever le petit doigt. Elle a fermé les yeux. Les larmes coulaient, silencieuses. Mais, ai-je ajouté, le fait que tu sois ici, que tu te sois remise en question, me donne l'espoir que peut-être, un jour, on pourra reconstruire quelque chose. Pas reprendre là où on s'est arrêté. Mais recommencer, autrement. Elle a ouvert les yeux. Même si je t'ai vendu ta maison. Surtout parce que tu me l'as vendue. Parce que maintenant tu sais ce que c'est de perdre quelque chose qu'on croyait éternel. Nous sommes restés là, longtemps, sans un mot. Le vent faisait danser les rideaux. Le silence n'était plus lourd. Il était doux, comme une brise sur une plaie. Je peux rester ici quelques jours? Demanda-t-elle enfin. Pas dans cette maison, ai-je répondu. Mais j'ai une petite annexe, derrière le jardin. C'était l'atelier de peinture de Harrison. Tu peux y dormir. Tu as encore des choses à prouver. Elle a hoché la tête, sans discuter. Elle avait compris. Ce soir-là, je me suis endormie le cœur un peu moins lourd. Janelle était là. Pas pour détruire. Pas pour manipuler. Mais pour réparer. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'acceptais l'idée que le pardon pouvait aussi être un chemin partagé. Pas un cadeau, mais un effort commun. Une reconstruction lente. Et peut-être, un jour, une renaissance. Les jours suivants s'écoulèrent comme dans un rêve tiède, fragile, suspendu à un fil de silence. Janelle logeait dans l'ancienne annexe de Harrison, ce petit atelier à la façade couverte de lierre, avec une fenêtre qui donnait sur le figuier. Elle s'y installa sans rien demander de plus, respectant mon espace, ma routine, mes silences. Chaque matin, elle me saluait d'un simple bonjour, et chaque soir, elle regagnait son refuge après une bonne nuit à peine chuchotée. Elle ne tentait pas de s'imposer. Elle attendait. Je le voyais bien. Elle m'observait de loin, espérant peut-être que les gestes banals d'aujourd'hui deviendraient des ponts pour demain. Je la voyais dans le jardin, en train d'arracher les mauvaises herbes ou de remplir l'arrosoir sans que je le lui demande. Elle nettoyait les carreaux de la véranda, polissait les rambardes, réparait la clôture abîmée. Pas pour me plaire, mais pour contribuer, à sa manière. Pour mériter de rester, un jour de plus. Un soir, alors que je préparais une soupe au potiron, elle frappa à la porte de la cuisine. Je lui fis signe d'entrer. « Tu cuisines toujours comme avant » dit-elle avec un petit sourire. « Papa adorait ton potiron. » Je ne répondis pas. Elle s'assit en silence, l'air d'une enfant attendant la permission de parler. « J'ai reçu un appel du centre » continua-t-elle. « Ils veulent m'embaucher à mi-temps. Il y a un poste libre d'assistante administrative. Tu vas accepter ? » Oui. Je pense que ça m'aidera à continuer sur cette voie. Elle hésita, puis sortit de son sac une enveloppe épaisse. J'ai économisé un peu, depuis que je travaille. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. Je voulais te le donner. Je repoussai doucement l'enveloppe. Ce n'est pas l'argent que je veux, Janelle. Elle hocha la tête, les yeux brillants. Je sais. Mais je veux juste faire quelque chose. Me rat trapper. Un silence. Puis, comme un souffle du passé, une question m'échappa. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi avoir vendu la maison? Pourquoi m'avoir trahi aussi violemment? Elle baissa la tête. Sa voix était rauque, étranglée. Je crois que je t'en voulais. Pas parce que tu étais mauvaise. Parce que tu étais forte. Tu n'as jamais eu besoin de moi, maman. Même quand papa est mort, tu ne t'es pas effondrée. Tu continuais d'avancer. Moi, je me sentais inutile. Invisible. Elle inspira profondément.
Et puis, Kevin, il me faisait croire que je méritais plus. Que j'avais droit à une vie facile, à une revanche sur les années d'efforts, de sacrifices. Je voulais être admirée, célébrée, comme les filles qu'on voit sur Instagram, qui vivent de luxe sans lever le petit doigt. Et toi, tu étais l'obstacle. Le rappel qu'il faut mériter les choses. Je l'écoutais sans broncher. Ce qu'elle disait faisait mal. Mais c'était vrai. Brutalement vrai. Alors je t'ai rejeté. J'ai préféré croire Kevin, parce qu'il me faisait briller, même faussement. Et toi, tu me confrontais à mes échecs. Elle leva enfin les yeux vers moi. Et quand je t'ai vu pleurer ce soir-là, après que la maison ait été vendue, j'ai compris. Trop tard, mais j'ai compris. Ce que j'avais détruit, ce n'était pas un bien. C'était une mémoire. Un héritage. Un amour. Je ne dis rien. Je me levai, versai la soupe dans 2 bols, et les posai sur la table. Puis, calmement, je tirai la chaise en face d'elle. Mangeons. Elle sembla surprise. Mais elle ne posa pas de questions. Elle joignit les mains autour du bol chaud, comme si ce simple geste valait plus qu'un pardon. Pendant le repas, nous avons parlé de choses simples. Les hortensias du jardin, le chat des voisins, la météo capricieuse du sud-ouest. Aucun mot sur le passé. Aucun mot sur les blessures. Juste des miettes de quotidien, posées doucement sur une table de porcelaine fissurée, mais encore solide. Ce soir-là, elle ne retourna pas tout de suite à l'annexe. Elle resta avec moi dans le salon, regardant un vieux film français en noir et blanc, blotti dans un coin du canapé comme lorsqu'elle avait 15 ans. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je me suis surprise à la regarder avec tendresse. Pas comme une ennemie revenue en paix. Pas comme une fille prodigue. Mais comme une femme en chemin. En lutte contre elle-même. Et qui, peut-être, méritait une deuxième chance. Peut-être. Le lendemain matin, la brume enveloppait la villa comme une couverture de coton. Je m'étais levée tôt, comme toujours, et je préparais du thé dans la cuisine quand j'entendis des pas en descendre l'escalier. Janelle. Elle portait un pull trop grand et des chaussettes dépareillées, les cheveux en désordre, mais son visage était plus apaisé. « Tu es déjà debout ?» lui demandai-je. Elle hocha la tête. « J'ai mal dormi, mais c'est une bonne chose. J'ai beaucoup réfléchi. » Elle s'assit à la table et regarda le jardin à travers la baie vitrée. Un silence doux s'installa, comme si nous partagions une complicité discrète, fragile, mais bien réelle. Puis, sans prévenir, elle se tourna vers moi. « Maman, est-ce que tu accepterais que je reste ici un peu plus longtemps ? Pas pour me reposer. Pour apprendre. Pour participer. Pour reconstruire, avec toi. » J'ai fixé ses yeux, et j'ai vu qu'elle disait vrai. Elle ne cherchait plus à fuir, ni à manipuler. Elle était prête à se confronter à elle-même. À se remettre en question, pas à imposer ses désirs. « Ce n'est pas à moi seule de décider, » ai-je dit lentement. « Mais si tu es honnête dans ta démarche, alors oui. Tu peux rester. » Un sourire timide se dessina sur son visage. « Merci. Je te jure que je vais me montrer digne de cette chance. » Nous avons passé la journée ensemble. Nous avons fait les courses au marché local, ri avec les marchands, acheté des fraises, du pain de campagne et du fromage de brebis. Elle connaissait tous les noms des produits, posait 1000 questions, comme une enfant curieuse de tout. Les commerçants la trouvaient charmante. Moi, j'étais encore un peu sur mes gardes, mais une partie de moi voulait y croire. Dans l'après-midi, nous avons rangé ensemble les anciens cartons de Harrison que je n'avais jamais eu la force d'ouvrir. C'était comme redécouvrir une mémoire oubliée, ses photos, ses dessins, ses lettres. Nous rions parfois, pleurions souvent. À un moment, Janelle est tombée sur une boîte contenant des souvenirs de son enfance. Ses dessins d'école, une mèche de ses cheveux de bébé, une lettre qu'elle avait écrite à son père quand elle avait 9 ans, lui demandant d'arrêter de voyager pour rester à la maison. Elle a fondu en larmes. Il m'aimait tellement, souffla-t-elle. Et moi, je l'ai à peine pleuré quand il est mort. J'étais trop occupée à penser à ce que j'allais hériter. Je l'ai serré contre moi, pour la première fois depuis des mois. L'amour d'un parent, Janelle, il est plus fort que nos erreurs. Harrison te pardonnerait. Pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il aurait vu que tu évolues. Elle s'est accrochée à moi comme une petite fille. Et dans ce geste, je n'ai plus vu la femme froide et calculatrice. J'ai vu ma fille. Blessée. Perdante d'une illusion. En quête de rédemption. Le soir, elle m'a proposé de cuisiner. Elle avait trouvé un vieux cahier de recettes que je tenais quand elle était petite, et elle voulait tenter de refaire mon fameux gratin dauphinois. J'ai accepté, amusée. Elle s'est appliquée, a goûté, rectifié l'assaisonnement, ri de ses erreurs.
Je crois que c'est immangeable, a-t-elle dit en goûtant la première bouchée. J'ai goûté à mon tour. C'était trop salé. Mais je n'ai rien dit. J'ai souri. C'est un début. Et elle a souri aussi. Un vrai sourire. Après le dîner, elle s'est assise dans le salon avec un carnet. Je voudrais écrire une lettre à papa, dit-elle. Même s'il ne peut pas la lire. Pour moi. Pour poser des mots. Je l'ai laissée écrire en silence. Elle avait besoin de cela. D'exorciser ses douleurs. Lorsque je suis montée me coucher, elle était encore là, la tête penchée, concentrée. Et ce soir-là, en glissant sous mes draps, j'ai ressenti une paix étrange. Pas parce que tout était réglé. Mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, l'amour reprenait doucement sa place dans notre maison. Pas celui des contes parfaits. Non. Celui qui se construit dans la vérité, les larmes, les échecs et les pardons imparfaits. Le genre d'amour qui guérit. Les jours passèrent et la vie reprit un rythme presque naturel. Janelle et moi avions trouvé une nouvelle forme d'équilibre. Il n'y avait plus de cris, plus de reproches, seulement des gestes simples, des efforts partagés et des silences apaisés. Chaque matin, elle se levait tôt pour aller au centre, et chaque soir, elle rentrait avec des histoires touchantes sur les résidents, les sourires qu'elle avait reçus, les petites victoires de la journée. Un soir, alors que nous dînions dans la véranda, elle posa sa fourchette, me regarda avec sérieux et dit : « Maman, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on organise une sorte de cérémonie ? Un petit moment pour papa. Pour tout ce qu'il a fait. Pour ce qu'on ne lui a jamais assez dit. » Je fus prise de court. Je ne m'attendais pas à cette demande. Mais dans ses yeux, je vis qu'elle ne parlait pas seulement de lui. Elle parlait de nous. D'un pardon symbolique. D'un passage à autre chose. « D'accord, répondis-je doucement. On pourrait planter un arbre. Un olivier, peut-être. Il aimait ça, les arbres qui prennent le temps de grandir. » Elle sourit. Ce fut décidé. Le dimanche suivant, nous organiserions ce petit hommage, dans le jardin. Toute la semaine, Janelle s'impliqua avec un enthousiasme qui me surprenait. Elle alla acheter l'arbre, choisit une belle pierre plate pour y graver une inscription, nettoya l'espace sous le figuier, invita même 2 anciens collègues de Harrison à venir. Elle avait compris que ce moment ne devait pas être grandiose, mais vrai. Le dimanche arriva. Le ciel était bleu, limpide. Une brise légère faisait danser les feuilles du jardin. J'étais vêtue de blanc, simple. Janelle portait une robe en lin beige, les cheveux relevés en chignon, sans maquillage. Elle avait rarement été aussi belle. Nous étions une petite dizaine autour du trou creusé dans la terre. J'ai pris la parole la première. J'ai raconté comment Harrison rêvait de vivre au bord de la mer, comment il griffonnait des plans de maison sur toutes les serviettes de table, comment il aimait nous regarder dormir, Janelle et moi, comme s'il voulait garder l'image de nos visages endormis dans un coffre secret de son cœur. Puis Janelle s'est approchée. Elle sortit un papier plié de sa poche. Sa voix tremblait. « Papa, je ne t'ai pas assez remercié de ton vivant. Et j'ai fait pire. J'ai trahi ce que tu étais. J'ai détruit les choses que tu as construites avec tant d'amour. J'ai voulu l'argent sans comprendre la valeur du sacrifice. J'ai préféré l'illusion à la vérité. Et pour ça, je suis désolée. » Elle marqua une pause, inspira. « Je ne sais pas si tu me regardes, d'où tu es. Mais sache que je veux faire mieux. Pas pour me racheter. Mais parce que je comprends enfin ce que tu voulais m'enseigner. Merci, pour l'amour silencieux. Pour la patience. Pour la sagesse. » Elle déposa la lettre au fond du trou, puis aida à planter l'olivier. Ensemble, nous avons recouvert les racines de terre, et placé la pierre gravée au pied de l'arbre. Elle disait simplement : « Harrison Lefebvre, architecte de nos vies. » Après la cérémonie, les invités partirent, et nous restâmes seuls dans le jardin. Le soleil commençait à décliner, teintant le ciel de rose et d'or. « Tu sais, maman, dit-elle en regardant l'olivier, j'ai longtemps cru que tu étais une barrière entre moi et ma liberté. Mais aujourd'hui je comprends que tu étais une boussole. Et que c'est moi qui m'étais perdue. » Je lui pris la main. Elle était chaude, ferme, déterminée. « Tu t'es perdue, oui. Mais tu as choisi de revenir. Et c'est ça, la vraie force. » Elle me serra fort. Et dans cette étreinte, je sentis qu'un cycle se fermait. Qu'une histoire faite de douleur, de trahison, de regrets, laissait enfin place à une autre. Plus fragile. Mais infiniment plus sincère. Ce soir-là, nous avons mangé dehors, sous les lanternes suspendues aux branches. Le vent était doux, et pour la première fois depuis des mois, j'ai entendu Janelle rire. Un rire vrai. Un rire libéré. Et moi, je n'avais plus peur du lendemain. Parce que je savais que,
quel qu'il soit, il ne me trouverait plus seul. Les semaines qui suivirent prirent la forme d'une douce reconstruction. Une vie normale, sans éclat, sans drame. Le genre de quotidien que j'avais toujours voulu, mais que je n'osais plus espérer. Janelle travaillait désormais à plein temps au centre. Elle s'était trouvé une vocation qu'aucune université n'aurait pu lui apprendre. Chaque jour, elle revenait avec des récits touchants. Une vieille dame qui lui confiait un secret, un ancien professeur qui avait perdu la mémoire mais se souvenait encore de Chopin, un vieil homme qui l'appelait « mon rayon de soleil ». Le regard des autres sur elle changeait. Et le mien aussi. Je continuais à vivre dans la maison, à entretenir le jardin, à peindre, à écrire. J'avais même repris contact avec 2 anciennes amies du temps où je donnais des cours à la bibliothèque municipale. Une sorte de renaissance, discrète, sans bruit. Un matin, alors que je préparais des confitures à la fraise, Janelle entra dans la cuisine avec un air nerveux. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. » Elle tenait dans ses mains une grande enveloppe blanche. C'est un contrat de location. Pour un petit appartement en ville. Pas loin du centre. Il est modeste, mais propre. Je pense qu'il est temps pour moi de partir. Je restai figé un instant. L'idée de la voir partir me serrait le cœur, et pourtant, je comprenais. Tu crois que c'est le bon moment ? Lui demandai-je. Oui. Pas parce que je veux fuir. Mais parce que je veux construire quelque chose par moi-même. Pas dans ton ombre. Pas comme une invitée. Comme une adulte. Je la regardai longuement. Elle avait grandi. Ce n'était plus une enfant en quête d'approbation, ni une fille qui cherchait à racheter ses fautes. C'était une femme, désormais. Une femme capable de tomber, mais aussi de se relever. Tu as ma bénédiction, Janelle. Elle sourit. Un sourire d'émotion, de gratitude, de soulagement. Je viendrai tous les dimanches, dit-elle. Et on cuisinera ensemble. Promis ? Demandai-je avec un clin d'œil. Promis. Le jour de son départ fut étrange. Il n'y avait pas beaucoup de bagages. Seulement un sac à dos, une valise, et une plante en pot qu'elle voulait emmener avec elle. Mais l'émotion pesait lourd. Elle m'embrassa longuement, puis monta dans le taxi. Je restai sur le pas de la porte à la regarder s'éloigner. Une partie de moi voulait courir après elle. Une autre savait que c'était exactement ce qu'il fallait faire. Le lendemain matin, je découvris une lettre glissée sous ma tasse de thé. Maman. Je ne trouverai jamais les mots justes pour te remercier. Tu m'as donné la vie 2 fois. La première en me mettant au monde, la seconde en me laissant revenir, malgré tout. Tu m'as regardé tomber, mais tu n'as pas écrasé ma fierté. Tu m'as laissé reconstruire, brique après brique, sans jamais forcer. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Et si un jour j'ai une fille, je voudrais qu'elle te ressemble. Je t'aime. Janelle. Je refermai la lettre en tremblant. Les larmes coulaient, silencieuses, mais cette fois, elles n'étaient pas faites de tristesse. Elles étaient pleines d'espoir. L'après-midi même, je sortis dans le jardin. L'olivier que nous avions planté avait déjà de nouvelles feuilles. Il résistait bien au vent, au sel, à la vie. Il grandissait. Comme nous. Je m'assis sur le banc de pierre en face de l'arbre, et j'écrivis dans mon carnet. Il y a des douleurs qui ne se guérissent pas par des excuses. Il y a des blessures que seul le temps, et l'humilité, peuvent refermer. Mais il y a aussi des miracles. Petits. Quotidians. Inattendus. Aujourd'hui, j'ai vu l'un d'eux fleurir dans mon propre jardin. Quelques jours après son départ, le silence dans la maison me parut plus épais qu'avant. Mais ce n'était plus un silence lourd, blessant. C'était un silence doux, habité. Un silence qui laissait place à la mémoire et à la paix. Je continuais ma routine. Le thé du matin, les promenades au marché, les coups de pinceau sur mes toiles à moitié terminées. Et chaque dimanche, fidèlement, Janelle revenait. Toujours à la même heure, avec des fleurs ou un gâteau, ou parfois juste avec son sourire. Et chaque fois, elle me demandait. « Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui, maman ?» Nous partagions ces instants comme on partage un secret, avec respect, tendresse et simplicité. Parfois, nous parlions de l'avenir. D'autres fois, nous restions simplement là, à écouter le vent traverser les branches de l'olivier. Un jour, alors que nous nettoyions ensemble les étagères du salon, elle me tendit un petit carton plein de papier froissé. J'ai trouvé ça dans mes affaires. Ce sont les relevés de compte, de l'époque où j'étais avec Kevin. Je les pris sans rien dire. Il y avait là des achats absurdes, des sacs hors de prix, des nuits dans des hôtels de luxe, des billets pour des fêtes privées.
Autant de preuves d'une vie factice, vide, qu'elle avait autrefois choisie. Je ne garde rien de cette période, dit-elle doucement. J'ai tout vendu. J'ai donné l'argent à une association qui aide les femmes en détresse. C'était important pour moi. Je hochai la tête. Tu n'es plus la femme qui a fait ses choix, Janelle. Tu n'as pas besoin de garder leurs traces pour te le rappeler. Elle me regarda avec reconnaissance. Et toi, maman? Tu ne m'en veux plus? Je pris une profonde inspiration. Il restait encore en moi des cicatrices, bien sûr. Mais la colère, elle, avait disparu. Dissoute par le temps, par les actes, par l'amour. Non. Je t'en ai voulu. Terriblement. Mais plus maintenant. Je suis fière de toi. Et fière de moi aussi. D'avoir tenu, d'avoir survécu, d'avoir pardonné. Elle vint vers moi et me prit dans ses bras. C'était un geste simple, mais il contenait toute une histoire. Une histoire de déchirure, de chute, de pardon et de renaissance. Peu après, elle m'annonça qu'elle avait été acceptée dans une formation professionnelle à Bordeaux. Une formation en coordination sociale, avec une spécialisation dans l'accompagnement des personnes âgées. C'est ce que je veux faire, maman. C'est là que je me sens utile. Tu vas déménager encore? Demandai-je. Oui, pour quelques mois. Mais cette fois, c'est différent. Ce n'est pas une fuite. C'est un cap. Je l'encourageai. J'avais appris à ne plus retenir, à ne plus vouloir contrôler. L'amour, le vrai, est fait de liberté. La veille de son départ, nous avons organisé un petit dîner, juste toutes les deux. Elle avait préparé des légumes farcis, et moi, j'avais sorti une bouteille de vin que Harrison gardait depuis des années. À la nouvelle vie, ai-je dit en levant mon verre. Et à la force des femmes, répondit-elle. Nous avons ri, pleuré un peu, puis ri encore. Avant de se coucher, elle laissa un petit mot sur la table de la cuisine, que je ne lus que le lendemain matin. Je pars, mais je ne m'éloigne pas. Tu es mon point de repère. Mon or. Mon foyer. Je refermai le mot, le cœur apaisé. La maison était vide à nouveau, mais cette fois, elle résonnait d'une promesse, celle de ne plus jamais être un lieu d'oubli, mais de retrouvailles. Un lieu où les erreurs n'étaient pas niées, mais dépassées. Où les blessures donnaient naissance à une sagesse nouvelle. Et alors que le soleil se levait lentement sur le figuier et l'olivier, je compris que mon histoire, la nôtre, n'avait pas été écrite pour finir dans le silence d'un drame, mais pour fleurir dans la lumière d'un pardon. 1 mois s'était écoulé depuis le départ de Janelle pour Bordeaux. Chaque jour, je recevais un message, une photo, un petit mot de sa part. Elle partageait ses cours, ses rencontres, ses émotions. Et moi, je lui répondais avec des anecdotes de mon quotidien, des recettes, des souvenirs doux. Un matin, alors que je prenais mon café sur la terrasse, un livreur se présenta à la porte avec un colis. À l'intérieur, une boîte soigneusement emballée, et une lettre manuscrite. Maman. Je suis tombée sur cet objet en me promenant dans une brocante, et il m'a fait penser à toi. C'est une vieille montre à gousset, comme celle que papa avait. Je sais que ce n'est pas la même, mais elle symbolise pour moi tout ce qu'on a appris sur le temps, qu'il peut blesser, mais aussi guérir. Qu'il ne s'achète pas, mais se donne. Et que chaque seconde passée avec toi est un trésor. Je t'aime. Janelle. Je caressai doucement le boîtier doré de la montre. Il était rayé, un peu abîmé, mais chargé de sens. Ce cadeau n'était pas cher en valeur monétaire, mais il portait en lui toute une transformation. Celle d'une fille autrefois perdue, aujourd'hui capable d'attention sincère. Le dimanche suivant, elle revint me voir, le visage radieux. Nous avons cuisiné ensemble un gratin de courgettes, puis mangé sur la terrasse, à l'ombre du figuier. L'olivier grandissait bien. Il dépassait déjà notre taille. En fin d'après-midi, nous avons marché jusqu'au bord de la mer. Le ciel était d'un bleu profond, et le vent salé portait les cris des mouettes. Janelle marchait pieds nus dans le sable, les cheveux au vent. Tu te souviens, maman, quand je disais que cette maison m'étouffait? Je m'en souviens, oui. Aujourd'hui, elle me manque quand je la quitte. Ce jardin. Cette mer. Toi. Je la regardais, les yeux humides. Tu sais, Janelle, pendant longtemps, je me suis demandé ce que j'avais mal fait. Pourquoi tu étais devenue cette femme dure, insensible? Ce n'était pas toi, maman. C'était moi. Ma peur de ne pas être assez. Mon envie de briller, coûte que coûte. Ma colère mal placée. Elle s'arrêta, puis se retourna vers moi. Mais tout ça, ça m'a mené droit dans le mur. Et c'est ton amour, ton silence, ta patience, qui m'ont permis d'en sortir. Je lui pris la main. Et maintenant? Maintenant,
je veux écrire ma propre histoire. Mais cette fois, avec des mots vrais. Avec du respect. De la gratitud. Nous sommes restés là, côte à côte, jusqu'à ce que le soleil se couche derrière les collines. De retour à la maison, je sortis un vieux carnet de lettres que Harrison m'avait laissé. Parmi elles, une que je n'avais jamais ouverte. Je l'avais gardée pour le moment où j'en aurais besoin. Ce moment était arrivé. Je décachetai l'enveloppe. L'écriture était tremblante, comme s'il avait écrit dans la douleur. Makerie. Si tu lis cette lettre un jour, c'est que je ne suis plus là. Je ne sais pas ce que l'avenir te réserve, ni ce qu'il réservera à Janelle. Mais je veux te dire ceci, aime-la, même quand elle est méconnaissable. Protège-la, même quand elle te repousse. Rappelle-toi que derrière chaque colère se cache une douleur. Et qu'elle aura besoin de toi plus qu'elle ne le dira. Pardonne-la, si un jour elle se perd. Et pardonne-toi, si tu crois l'avoir trop protégée. Je vous aime, vous deux, infiniment. Harrison. Je reposai la lettre sur ma poitrine, les yeux fermés. Il avait tout compris. Avant même que les choses ne se brisent. Il savait. Et il m'avait confié cette mission d'aimer sans condition. Le lendemain, j'installai la montre à gousset dans un petit cadre, à côté de la lettre de Harrison. Entre les deux, j'écrivis une phrase à la main. Le temps ne guérit pas tout, mais l'amour, lui, s'est réparé. Et ainsi, notre histoire trouva sa paix. Pas dans l'oubli, ni dans le regret. Mais dans la reconstruction. Dans la transmission. Dans l'amour nu, sans phare. Et cette fois, j'étais prête à continuer ma route. Avec Janelle, main dans la main. Avec Harrison, dans chaque souffle du vent. Et avec moi-même, réconciliée.